Faut-il vraiment s'inquiéter des risques de contagion à l'hantavirus? Les autorités sanitaires sont en état d'alerte. Elles se veulent toutefois toujours rassurantes. Les passagers du MV Ondus, désormais tous évacués du navire, sont pris en charge par leur pays qui s'organise, la plupart selon les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a communiqué des pistes pour mettre en place les fameux protocoles sanitaires. Problème, ces recommandations non contraignantes sont suivies en ordre dispersé. Chacun fait selon son envie, sa méthode aussi, et cela suscite un certain nombre d'interrogations aujourd'hui. Ne sommes-nous pas en train de prendre le risque d'une accélération de la contagion? Devons-nous agir de façon coordonnée, comme l'appelle de ses voeux aujourd'hui le Premier ministre français? La France qui a décidé de durcir son protocole sanitaire pour les cas contacts. On va aller prendre le pouls dans un instant à l'hôpital Bichat, je vous le disais, où nous attend James André, puis à Madrid, retrouver Maud Petit-Jovet qui nous parlera de ce nouveau malade identifié. Mais je me tourne d'abord vers notre invité Yaya Mekki. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes virologue au CHU de Lyon. Dans le sillage de l'Organisation mondiale de la santé, on entend un certain nombre d'experts souligner que le risque épidémique est faible aujourd'hui à l'échelle mondiale. Est-ce que vous faites partie, vous aussi, de ceux qui tentent de rassurer ? Oui, complètement. On rassure la population française et tout le monde entier parce que c'est pas un nouveau virus. On n'est pas dans le cadre de la Covid-19. C'est des virus qui sont connus. On a des épidémies un peu partout en France avec d'autres familles virales, d'autres espèces virales. Et on a pratiquement tous les ans, on déclare 100, 200, 300 cas aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Inde. Donc ça fait pas une épidémie avec un nouveau virus qu'on connaisse pas et qui n'a pas d'immunité. Seulement, les mesures prises et par l'OMS et par le gouvernement français, monsieur le Premier ministre et madame la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, c'est qu'on veut serrer les taux contre ce virus, contrôler tous les passagers de ce bateau de croisière et en même temps maîtriser et contrôler au niveau, parce que maintenant on a les malades ici en France, ils sont à l'hôpital Bichat, la première patiente contaminée, les 20 cas qui sont contrôlés maintenant, et il y a eu une réunion très importante ce matin, un conseil carrément scientifique à monsieur le Premier ministre, où il y a un conseil scientifique avec des décrets, des lois, comment on va justement confiner les patients, confiner tout sujet contact, et puis on lance un appel via votre chaîne télé à tout sujet contact de se présenter au niveau, appeler le SAMU et surtout alerter les autorités. Tout ça se fait évidemment sur la base du volontariat. Vous nous dites à l'instant que les 22 cas contacts ont été identifiés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pris en charge. On entendait hier la ministre appeler 14 personnes à se signaler, à se présenter aux autorités. Oui, parce que justement, comme ils sont dans la nature, ils sont chez eux ou ailleurs. Donc on veut justement canaliser ce flot et puis maîtriser et les suivre. Déjà, dès qu'un se signale, la première des choses, on va le confiner, on va réaliser des prélèvements sanguins, peut-être urinaires aussi, d'autres prélèvements, et on va contrôler non contaminé, on le met en quarantaine. Contaminé, à ce moment-là, il sera mis dans une autre cellule, dans un hôpital bien précisé et ce confinement à l'hôpital, le temps qu'on trouve contaminé ou pas, la patiente, elle n'avait pas de symptômes au début, elle a été confinée à l'hôpital. On a confirmé l'infection, elle rentre dans un autre cadre et c'est ce conseil scientifique conçu par des virologues, des infectiologues de toute la France qui sont à Paris et qui vont justement maîtriser cela. Donc nous lançons un appel justement à tous citoyens français avec le bon civisme et la responsabilité civile, personnelle, la responsabilité collective de se signaler. Il n'y a pas à avoir peur, au contraire, c'est pour sa protection à lui, à sa famille, à son entourage. Et comme ça, il sera pris en charge immédiatement dans le CHU où il se trouvera dans la région. On ne va pas ramener tous les passagers à l'hôpital Bichat parce que les régions, la France, elle est très bien équipée sur ce point-là. Dans les grands CHU, on a tous des chambres dans les services de maladies infectieuses, des chambres à pression négative où on peut hospitaliser ces malades et ils ne sont pas encore malades. Peut-être qu'ils seront porteurs ou contaminés, surtout justement pour maîtriser et éviter que cette infection se propage entre les individus et les familles. C'est
C'est ça le but essentiel. Un homme, un cas contact a notamment été identifié ce matin dans le Finistère à Concarneau et donc transféré depuis au CHU de Rennes. On va aller prendre peut-être des nouvelles tout de suite. À l'hôpital Bichat où se trouve pour nous James André. Bonjour James, parce que Monsieur Mecky évoquait à l'instant le cas de cette femme qui nous rappelle aussi que une fois la maladie déclarée, tout va extrêmement vite. Cette femme est montée à bord d'un avion, elle était passagère sur le MV Ondius, donc elle faisait partie de ces cas contacts qui étaient transférés en France. Ils étaient 5, elle n'avait aucun signe. Une fièvre s'est déclarée à bord de l'avion, puis elle a été immédiatement, dès son arrivée à Paris, prise en charge aux soins intensifs. Aujourd'hui, on nous parle d'un état critique, ça va vite, très vite même. Quelles sont les nouvelles concernant cette patiente ? Mais écoutez, c'est difficile à savoir exactement. Du côté du bureau du Premier ministre, on nous dit que son état est stable. Du côté du patron de l'OMS, on nous dit que son état est critique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elle est dans un état extrêmement grave, qu'elle est effectivement traitée à l'hôpital Bichat qui se trouve derrière moi. Il y a donc un protocole extrêmement serré autour de cette femme, une sexagénaire qui est donc, de ce qu'on a pu entendre, dans un état de difficulté respiratoire à ce stade. Il faut savoir que la maladie, en réalité, a 2 effets principaux sur les malades. D'abord, généralement des problèmes sur le plan respiratoire, des problèmes respiratoires aigus avec potentiellement le remplissement de liquide des poumons. Il faut donc traiter rapidement. Et puis ensuite, le risque, c'est une insuffisance rénale. Il n'existe pas de traitement à ce stade contre le hantavirus. En fait, ce que font les médecins, c'est de garantir le fonctionnement des fonctions vitales. C'est-à-dire qu'on va placer le patient sous respirateur pour s'assurer qu'il soit bien oxygéné. Potentiellement, on va faire une dialyse si jamais les reins se trouvent dans une situation là aussi critique, pour maintenir le patient en vie et espérer que le corps arrive à combattre ce virus et qu'ensuite il puisse y avoir un retour à la pleine santé, qui est complètement possible parce que c'est l'une des autres particularités du hantavirus. Selon, une fois de plus, c'est l'état des recherches d'aujourd'hui, mais selon l'OMS, le virus n'attaque pas les tissus et donc il est possible de faire une guérison complète qui parfois peut prendre en revanche plusieurs mois. En tout cas, ce qu'on sait de cette sexagénaire, c'est qu'elle est aujourd'hui donc dans une de ces chambres à pression négative. Il s'agit de chambres qui sont équipées de sas. La pression à l'intérieur des chambres est inférieure à la pression atmosphérique extérieur, c'est donc l'air extérieur peut être aspiré dans la chambre, mais il ne peut ressortir que par un système filtré pour assurer que aucun virus ne peut être transporté par l'air qui sort de la chambre. On sait également que pour l'instant les 4 autres cas contacts directs qui étaient à bord du MV Ondius sont toujours également à l'hôpital Bichat. On s'attend à ce qu'ils y passent au moins une quinzaine de jours. Ils sont testés de manière régulière et pour l'instant ils sont négatifs. Voilà, un mot peut-être du protocole sanitaire qui est mis en place à l'hôpital Bichat, mais pas que. On évoquait à l'instant avec notre invité ce durcissement qui a fini par être décidé par les autorités françaises, un durcissement à destination des cas contacts qui vont être envoyés obligatoirement en confinement hospitalier. Oui, tout à fait. Une quarantaine renforcée à l'hôpital. C'est ça qui a été décidé par le bureau du Premier ministre. On le sait, ça c'est une décision qui a été prise, donc annoncée définitivement hier soir, mais des mesures de renforcement avaient déjà été prises par décret avant-hier. Des mesures qui permettent aux autorités de sévir, de sanctionner ceux qui ne respecteraient pas ces règles de quarantaine. Alors, ce qui est nouveau depuis hier soir, c'est effectivement que ces quarantaines doivent se faire à l'hôpital. Pour l'instant, en cas de cas contact, je dirais simple. On ne parle pas de ces 4 personnes qui étaient à bord du MV Ondius et donc qui ont vraiment été en contact direct avec le virus. On parle par exemple des cas des 22 personnes qui sont actuellement, qu'on cherche à contacter et qui doivent être placées à l'hôpital. Mais donc là, on parle de 72 heures à l'hôpital, d'une batterie de tests réalisés et puis d'une décision qui est prise à l'issue de ces 72 heures. Ce qu'il faut savoir, et c'est la grosse difficulté avec ce virus, c'est qu'il a une durée d'incubation qui peut aller de 1 à 6 semaines. Donc il est bien possible que dans certains cas, cette quarantaine puisse être prolongée jusqu'à 42 jours. On a donc évidemment une situation complexe. Heureusement, selon l'OMS, le risque d'une pandémie large telle qu'on a pu le voir pour le Covid est nettement moindre, tout simplement parce que la transmission interhumaine à ce stade demande des contacts proches et répétés. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec 2 réunions interministérielles par jour, tout à l'heure, il y aura une conférence de presse de Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, le gouvernement français fait vraiment le maximum
maximum pour gérer cette pandémie, pour s'assurer que toutes les mesures sont prises et d'ailleurs fait appel aussi aux Européens pour que des mesures équivalentes soient prises dans les autres pays de l'Union. Voilà, cette communication politique essentielle, hein, évidemment, pour éviter toute panique et toute critique aussi. On l'avait vu, on s'en souvient très bien pendant la pandémie de Covid. Yahya Mekki, vous venez d'entendre ce que James nous disait à l'instant. C'est vrai que la position du gouvernement français a évolué assez vite entre hier et aujourd'hui. Il y a désormais 2 réunions quotidiennes autour de Sébastien Lecornu. Est-ce que ce n'est pas trop? Vous évoquiez vous-même tout à l'heure ce conseil scientifique qui nous renvoie à 2020, à la pandémie de Covid-19. Non, il ne renvoie pas à 2020. Au contraire, c'est qu'on a appris des leçons de 2020 et justement la France a pris, le gouvernement, la ministre de la Santé ont pris justement toutes ces mesures qu'on a eues pendant la Covid-19 et maintenant on est prêt et on est prêt sur tous les plans, sur les tests PCR par l'Institut Pasteur, le CNR des hantavirus justement, il est à Paris l'Institut Pasteur, on est en train de séquencer le virus, on est en train d'identifier les antigènes, les protéines, on est en train aussi certainement de développer les tests pour pouvoir les mettre en place. Et deuxièmement, c'est vrai, monsieur le Premier ministre et le gouvernement et le Conseil scientifique ont travaillé acharnement depuis même le week-end et j'ai même le journal officiel qui montre tous les décrets de monsieur le Premier ministre avec l'application et la sanction comme vient de nous le dire notre collègue de l'hôpital Bichat. Et donc, il y a un travail extraordinaire. La Direction générale de la santé, elle est en contact avec tous les laboratoires de virologie. On a le laboratoire P4 à Lyon, à côté de chez nous, là où je travaille. Et donc, il y a vraiment une activité extraordinaire, très importante. Justement, on veut protéger la population française, protéger les populations européennes et mondiales. Parce que si on arrive à identifier, si on arrive à trouver un vaccin et que le laboratoire français développera le premier vaccin, eh ben, ça sera dans l'intérêt de l'humanité et de la population mondiale et on distribuera ce vaccin. Et pardon, donc, mais je vous interromps, oui. Monsieur Mekki, parce que vous me disiez tout à l'heure en début d'intervention, ce genre d'otavirus est connu, les épidémies sont chose courante, cela reste cantonné à quelques cas seulement, 7 déclarés, 3 décès certes, et là aujourd'hui vous nous parlez de vaccination, d'intérêt pour l'humanité, ça va dans un autre sens là ce que vous nous dites. Non, du tout. Pourquoi? Parce que justement, on ne sait pas comment ils évolueront ces virus. Le coronavirus, la famille des coronavirus, avant le SARS-CoV-2, il y en a des centaines et des milliers. Eh ben, les hantavirus, on a à peu près une vingtaine d'espèces. C'est une grande famille où ils sont connus, le Pumala, le Crimée-Congo virus, d'autres virus, on en a plusieurs. Dans ce groupe de hanta, on a au moins 20 souches, dont celle-ci qui nous fait maintenant, cette situation, c'est le Andes qui, lui, se transmet entre les hommes. C'est ça, entre les êtres humains. Et c'est ce qui nous fait peur, c'est cette transmission. Et c'est cette souche exactement qui se trouve dans l'Amérique latine, cette souche qui se transmet entre l'homme. Mais sinon, tout le reste des hantavirus se transmet des rongeurs vers l'être humain. Et on a des cas sporadiques dans les forêts quand on se promène, ou parfois dans les transports de marchandises, parfois dans certaines restaurations, parce que les rats et les souris, ces virus se trouvent dans les excréments et les urines. S'ils contaminent de la nourriture ou des boîtes de conserve, il y a des cas comme ça de contamination, soit parce qu'on s'est promené dans la forêt et on a touché ou caressé ces rongeurs, ou bien dans le cas, par exemple, l'Inde, 1,5 milliard, la Chine, ainsi de suite. Donc, le contact humain et rongeur. Par contre, dans ce cas-là, on est dans un cas bien précis. Pourquoi les autorités prennent vraiment les choses au sérieux et on applique tout le reste et les efforts? Parce que justement, dans un bateau, entre humains, le premier cas qui était donc le zéro patient, le traceur, eh ben, il a été identifié. Et parmi ceux-là, c'est un ornithologue qui étudie la science des oiseaux. Est-ce que justement cette première vague qui a commencé de l'Argentine, donc c'est entre humains, parce que justement le virus chez l'humain... Oui, allez-y, pardon. Justement, vous parlez, de ce premier cas, le patient zéro, c'est comme ça qu'on l'identifie, ce néerlandais qui était a priori plutôt en très bonne santé avant de tomber malade, passionné d'ornithologie. On a remonté évidemment la trace, a priori il s'était rendu dans une déchetterie près d'Ushuaïa. On va regarder tout de suite son portrait et retourner sur ses traces pour tenter de comprendre comment il a pu contracter le virus. Et puis on vous retrouve juste après. À tout de suite.
Leo Schilperhorn est-il le patient zéro de la nouvelle épidémie d'hantavirus? C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par l'OMS, qui parlerait d'une contamination en date du 28 mars 2026. Ce jour-là, Leo Schilperhorn, de 70 ans, passionné d'ornithologie, visite cette décharge près d'Ushuaïa pour prendre en photo cet oiseau rare, le caracara à gorge blanche. Mais le site est aussi infesté de rongeurs porteurs de l'hantavirus qui se transmet via les excréments ou par inhalation de poussière contaminée. C'est une maladie commune ici, parce qu'il y a ces rats qui la transmettent. Tous les ans, nous avons à peu près entre 2 et 4 cas. Le 1er avril, le Néerlandais aurait donc embarqué, déjà contaminé par l'hantavirus, pour sa croisière. Son état se dégrade rapidement jusqu'à sa mort, survenue le 11 avril. Un décès qui rappelle de très mauvais souvenirs dans la commune d'Epuyén en Argentine. En 2018, 11 personnes avaient ici perdu la vie sur les 34 contaminés. Les habitants se méfient encore au quotidien. On ne sait jamais. Peut-être que des souris sont passées, qu'elles ont uriné dans la poubelle. Donc j'ai toujours la main devant mon visage. Pour vaincre l'épidémie, les autorités avaient imposé à l'époque un isolement obligatoire de 45 jours à tous les cas contacts, une centaine de personnes au total. L'enjeu est aujourd'hui de savoir si le virus de 2018 est le même que celui de 2026. Est-ce que ce virus pourrait avoir des propriétés qui lui conféreraient une transmissibilité plus élevée que les prédécesseurs qu'on a connus en Argentine et au Chili? Sur les derniers chiffres publiés par l'Argentine, on compte selon les années entre 12 et 30% de décès parmi les personnes diagnostiquées positives. Et Aya Meki, je voulais qu'on regarde ces quelques images parce qu'on nous dit aujourd'hui que de ce patient zéro, on pourrait apprendre beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça? Parfait. On va avoir ce qu'on appelle patient traceur, c'est-à-dire qu'on va voir comment il a eu le contact avec les autres personnes. Est-ce que c'est une transmission par voie aéroportée? Est-ce qu'il a embrassé ces personnes? Est-ce que par les mains aussi, il avait les mains contaminées, il a passé de la nourriture, du pain? Est-ce que aussi par les urines, par les fécès, comme dans le cas du Covid, au niveau des toilettes et des salles de bain? Aussi, ceux qui sont revenus, parce que ce qu'il faut expliquer, qu'on avait une vingtaine de patients qui ont descendu, qui ont quitté le navire, le bateau de croisière, à l'île Sainte-Hélène, et donc ils sont partis après en Afrique du Sud, et après ils ont pris les vols. Et donc justement, tout maintenant, le modèle de la prise en charge de nos patients en France, ça sera un modèle à exploité par les autres pays, justement par le patient traceur, la contamination et aussi, surtout, l'étude de ces virus. Est-ce qu'on sait qu'ils passent dans les urines et dans les fécès, mais on va le rechercher, ces patients-là, si on le prouve aussi à ce niveau-là. Troisième point essentiel. Oui, allez-y. Ah non, je vous laisse terminer. Et troisième point aussi, c'est qu'on va voir, est-ce que les autres patients, ils vont juste faire une infection asymptomatique, portée asymptomatique, ça va nous rassurer, ou juste un syndrome pseudo-grippal, ou comme l'a bien expliqué votre journaliste devant l'hôpital Bichat, soit un syndrome cardio-pulmonaire sévère et qui va provoquer la mort avec inflammation sévère pulmonaire, ou atteinte aussi hépato-rénale sévère et décès dans le cas de 10%, alors cardio-pulmonaire, le décès, il peut aller de 30 à 60%. C'est ça la différence selon la souche. Est-ce qu'elle a muté ou pas? Est-ce qu'elle est la même? Et donc tout ça, c'est en cours d'étude par l'Institut Pasteur, qui est le CNR des hantavirus. De ce que je comprends moi aujourd'hui des dires des uns et des autres, et notamment de vos propos à vous depuis le début de cette émission, c'est qu'on a encore beaucoup d'interrogations et qu'on ne sait pas grand-chose finalement. Les hantavirus sont connus, cette souche aussi, elle est connue, mais on ne sait pas comment elle peut évoluer et muter. Vous avez commencé le début de cette émission, je vous posais la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou est-ce qu'on doit être rassuré? Vous aviez des propos absolument rassurants et puis au fur et à mesure de l'entretien, vous m'avez quand même dit il y a quelques instants, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est comment ça pourrait évoluer dans le temps, tout ça. Donc aujourd'hui, personne ne peut nous assurer que la situation va se calmer avec la prise en charge des patients, des cas contacts et des malades, et qu'il n'y aura pas d'accélération de l'épidémie.
Oui, parce que ce qui nous rassure sur ce point-là, parce qu'on a su qu'il y a eu cette épidémie. Imaginons qu'on ne l'a pas su. Imaginons que l'OMS n'a pas déclaré, justement, grâce au modèle de Covid-19, imaginons que l'OMS n'a pas tiré la sonnette d'alarme et alerté. Imaginons que les États n'ont pas pris en charge ce bateau. Ils sont revenus, ils seront dispatchés dans le monde entier et là, oui, il y a un risque réel. Là, non. Tout a été pris en charge immédiatement au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau de l'Espagne, l'arrivée de Tenerife, au niveau maintenant les patients qui sont retournés chez eux, dans leurs pays principaux, à ce moment-là, et respectifs, on est en train de prendre en charge cette évolution. Certainement qu'on va suivre et on va évoluer, et c'est ça la science. En ordre dispersé. On a les moyens. En ordre dispersé, on entendait M. Lecornu plaider ce matin pour une harmonisation européenne. Et là, on ne parle que de l'Europe, sachant que les États-Unis ont décidé de faire à leur sauce, à leur manière, ce qui fait déjà l'objet de nombreuses critiques. Je crois qu'il y a Agnès Buzyn, hier soir, ancienne ministre de la Santé, qui a bien connu des pandémies et qui a exprimé sa vive inquiétude. Je ne sais pas si on peut voir ses propos à l'antenne, mais Agnès Buzyn qui disait « Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à imposer un protocole international vu l'enjeu aujourd'hui ». Le Premier ministre français plaide lui aussi pour une harmonisation du protocole au niveau européen. On va peut-être aller voir en Espagne comment ça se passe, parce que là aussi il y a des critiques en Espagne. Il y a un cas contact, un passager du navire qui, de la même manière que la française, a été testée positive, sans symptômes dans un premier temps, puis une fièvre. On retrouve tout de suite Maud Petit-Jovet qui est à Madrid pour nous. Peut-être donnez-nous des nouvelles de ce monsieur. Est-ce qu'il va bien ? Et parlez-nous du protocole espagnol aujourd'hui. Oui, alors d'abord pour le protocole sanitaire en Espagne, il y a 14 Espagnols actuellement en quarantaine obligatoire et ce jusqu'au 17 juin. Ils sont à l'hôpital militaire de Gómez-Ulla ici à Madrid, dans des chambres individuelles. Ils ne peuvent pas recevoir de visite. Ils ont eu un PCR à leur arrivée et devront le refaire d'ici 7 jours. Ils ont des prises de température tous les 2 jours. Une première semaine plutôt stricte d'après le secrétaire d'État à la santé espagnol qui pourrait être un petit peu plus flexible ensuite. Par exemple, pourquoi pas des visites des familles dans les semaines qui viennent. L'Espagne est l'un des pays les plus stricts au niveau du protocole sanitaire. Seule la Grèce va encore plus loin avec 45 jours de quarantaine à l'hôpital dans des chambres pressurisées. Et dans la presse espagnole, certains pays sont présentés comme un peu plus laxistes, comme les Pays-Bas par exemple, avec cet isolement à domicile de 6 semaines et des sorties possibles occasionnelles avec des masques. Merci beaucoup Maud. Je retrouve Yaya Meki avec nous. Maud nous donnait le pouls donc côté espagnol, mais on peut décliner ça dans 23 pays parce que les patients, les passagers sont issus de 23 nationalités, donc 23 pays. Elle parlait des Pays-Bas, Maud, à l'instant. Il y a le personnel d'un hôpital néerlandais qui traitait un patient infecté et qui a été mis en quarantaine cette nuit après des erreurs de procédure, notamment des traitements de tests sanguins et d'urine. On voit que chacun fait avec ses moyens et selon sa méthode. Ça, pour vous, aujourd'hui, c'est pas un sujet ? Non, nous, en France, l'épidémie déjà de SARS-CoV-1, après le MERS-CoV, après le SARS-CoV-2, on a des mesures, des directives du ministère de la Santé, du gouvernement, que tous les laboratoires, les prélèvements sont bien prélevés dans des meilleures conditions, envoyés au laboratoire dans des meilleures conditions de sécurité. Quand il arrive, on les travaille dans des laboratoires de niveau de degré de sécurité P3. Pour étudier le virus, c'est l'Institut Pasteur, donc le CNR. Aussi, on a le laboratoire P4 si on veut faire des tests de vaccins ou de médicaments. Donc, ces mesures, ça peut arriver des erreurs, qu'il y en envoie par erreur du prélèvement, ou que le prélèvement tombe, ou que le prélèvement se casse, ou. Donc ça, c'est les risques du métier, si on peut dire. Mais il y a toutes les mesures draconiennes faites pour respecter les lois. Vous voyez, l'Espagne, carrément les malades. Ma question porte sur les autres États. Les Français, vous nous dites, agissent de façon très, très stricte et coordonnée, mais les autres États font à leur manière. Est-ce que ça, c'est pas un problème, le fait que chacun fasse selon sa propre méthode ? Certes, c'est un problème, mais ils sont quand même des pays, la science, surtout la science de la biologie, de la virologie, elle est de même niveau en Europe. Si on compare par rapport à l'Amérique latine ou l'Asie du Sud, peut-être il y a des différences, il n'y a pas les
méthode, il n'y a pas les labos P3 partout, il n'y a pas de mesures de sécurité. Mais la Hollande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ils sont tous de haut niveau de et les États-Unis et de travail. Et les États-Unis, pardon, je vous parle des États-Unis parce que eux ont commencé à dire on fera comme on veut en fonction de l'état du patient ou aussi en fonction de sa volonté. Hein. Le confinement obligatoire, c'est encore pas à l'étude aujourd'hui. Ça peut être dû à deux choses. Ils ont quitté l'OMS, donc peut-être ils font plus suivre les lois de l'OMS et les directives de l'OMS. Et puis surtout, ils ont l'habitude, parce que chaque année, il y a 200 à 300 cas de cette infection hantavirus aux États-Unis. Peut-être qu'ils ont l'habitude et qu'ils disent que cette situation, elle nous fait pas peur et on la traite comme les autres cas des années précédentes. En 2025, il y a eu presque 200 cas aux États-Unis. Donc peut-être ils ont ces mesures, ou peut-être qu'ils vont aussi avoir comme l'erreur du Covid-19. On sait que les États-Unis, ils ont commis une erreur au début pour le Covid-19. Et d'ailleurs, c'était le premier mandat de M. Trump où il n'a pas voulu prendre toutes les mesures que la France et l'Europe ont décidées. Et on a eu beaucoup de cas d'infection. Et le plus grand nombre de mortalités, c'était aux États-Unis. Donc j'espère que cette fois-ci, ils vont corriger tout de suite cette situation et prendre en charge bien comme il faut les patients et les prélèvements. Merci beaucoup Yahya Mekki, merci. Je rappelle que vous êtes virologue au CHU de Lyon. Merci pour votre expertise. Restez évidemment avec nous, on continue à vous parler de l'hantavirus. Ce sera l'objet du Derrière l'image du jour. On va se retrouver dans quelques instants pour le journal de Paris Direct. À tout de suite.